depuis très peu de temps, on évoque partout la ville intelligente, qui serait la traduction de la Smart City. À dire vrai, la Smart City, c'est plutôt la ville confortable, la ville qui offrirait les meilleurs services aux gens. Et pour ça, on va la truffer d'éléments de prothèses numériques afin de faire croire qu'on va pouvoir tout contrôler. On attend le bus, bon, et voilà, on consulte un site pour savoir combien de minutes il a de retard, éventuellement, etc. Je ne nie pas l'aspect pratique de ça, mais je pense que c'est un abus de langage de faire croire que le big data serait la solution pour rendre intelligente une ville, car je part du principe basique que toute ville est intelligente, de l'intelligence de ses habitants, pour autant qu'on stimule cette intelligence. C'est-à-dire pour autant qu'on fasse de cette ville le lieu de chaque habitant. Alors on en est très très loin. Et je ne crois pas du tout à la notion d'intelligence collective. Je pense que c'est une fabrication de ceux qui veulent vendre justement une sorte d'homogénéisation de la pensée, et puis de nous proposer un prêt-à-penser tout fabriqué, sous forme d'algorithmes ou de logiciels. Je pense qu'il y a une multitude d'intelligences individuelles, chacune avec son histoire, ses rythmes, sa sensibilité, son vocabulaire, et donc essayer de faire croire qu'on va additionner ces intelligences individuelles pour faire une intelligence collective qui serait plus riche que la somme obtenue, pour moi est une arnaque. Ça ne m'intéresse pas du tout. La ville intelligente, c'est une ville, pour moi, où les habitants, petits et grands, pas seulement les citoyens qui ont l'âge de voter, etc., eh bien, font part de leurs désagréments, font part de leurs propositions pour améliorer les choses, et tout ça, ça crée un état d'esprit. Tant qu'on n'a pas un état d'esprit, alors je le qualifie participatif pour aller vite, la ville sera pas intelligente, on pourra avoir toutes les données qu'on veut, ça ne servira à rien. Ça fait aucun doute, de toute façon, ce sont les mêmes opérateurs. Ceux qui, par le téléphone portable et par tous nos va-et-vient quotidiens, par nos parcours dans la ville, etc., par aussi les publicités qu'on regarde, les adresses qu'on consulte, les sites qu'on observe, etc., réussissent à trouver notre profil de consommateur. Le but est là derrière. C'est effectivement, je vais taper sur mon iPhone le parcours que je vais faire, je vais de tel endroit à tel endroit, et aussitôt, là, on va me faire croire que je peux bénéficier de trois bons achats exceptionnels, parce que je vais passer dans telle rue, et bien tel magasin m'offrira une troisième chemise pour le prix de deux. Bon, j'en ai vraiment besoin que d'une, donc je ne rentrerai pas dans la boutique. Elle se fait massivement en dehors des habitants, ceci à l'échelle planétaire. J'ai constaté quand même que c'est toujours les mêmes petits exemples, petits dans la taille, et dans la durée, et dans le nombre d'habitants qui sont mobilisés, c'est toujours les mêmes exemples qu'on indique. Et en fait, quand on creuse un peu la question, on s'aperçoit que ces bons exemples-là, ces bonnes pratiques, pour prendre le vocabulaire de la technocratie dominante, ces bonnes pratiques, finalement, elles sont très peu nombreuses, et elles ne tiennent que par un leader un peu charismatique, par un élu qui veut vraiment le faire, par d'autres architectes qui sont convaincus, et puis par une poignée d'habitants. Mais je pense qu'au contraire, le fait de faire croire aux gens qu'on a toutes les données, qu'on dispose de toutes les données, et qu'avec ça on va pouvoir faire quelque chose qui serait co-produit, eh bien, nous libère de toute forme de participation. Parce qu'on va dire, tout est là, donc ça va se faire. Et je serai en dehors du processus. Parce que ce n'est pas par le numérique qu'on associe quelqu'un. Je suis fondamentalement persuadé que l'être humain, il est un être relationnel, et cet être relationnel est donc communicationnel, il a besoin d'échanger, de parler, de rencontrer, et donc, pour le dire avec des mots très simples, il doit sans cesse combiner le avec et le parmi. Et par le numérique, par les algorithmes, par les logiciels, par toute cette culture informatique dont je ne nie pas l'existence, eh bien, on est comme libéré du fait d'être parmi, on est simplement avec. Et alors là, c'est un pan entier qui manque. Et puis surtout, c'est que ça n'introduit pas une dimension fondamentale du projet partagé, qui est la temporalité.
Parce que quand on a toutes les données, ben, on croit qu'il suffit ensuite de les assembler par le miracle d'un clic, et puis l'affaire est réglée. Non, quand on fait une réunion publique, moi j'ai observé que la plupart des gens, ils ont besoin de la nuit pour réfléchir. Ils ont besoin du jour du lendemain où ils vont se remémorer ce qui a été changé la veille, et puis là, ils vont dire: ah bah oui, j'avais pas pensé à ça. Il y a ça qu'il faudrait peut-être faire. Et puis peut-être que ça, on va l'expérimenter, puis on verra si on poursuit. Ça, il faut que ce soit réversible, etc. Toutes ces données-là, toute cette espèce d'agilité intellectuelle, bah, n'est pas conforme à une, comment dirais-je, à un procédé type, quoi. D'abord, il faut des groupes de travail assez circonscrits, il n'y a pas 3000 personnes évidemment. Il faut réunir ce groupe de travail pendant une journée, il faut que les gens se présentent, donc ça prend du temps parce que chacun n'a pas un rapport à la parole spontané, enfin, des gens qui ont peur, enfin qui disent: ouais, je vais dire des bêtises, et puis là il y a le maire, et puis là il y a un prof d'université, là il y a un chercheur. Bon, donc il faut créer ce climat de confiance et d'échange le plus simple possible. Ensuite, laisser reposer 2-3 jours. C'est comme une recette. Et puis... Voilà, comme en cuisine. Et puis ensuite, ben, on fait une nouvelle réunion où là, on inverse les rôles. C'est-à-dire que c'est ceux qui d'habitude qui ne parlent pas qui vont animer la journée. Donc ils vont prendre ça très au sérieux. Je l'ai observé à plusieurs reprises. Ils n'entendent pas la veille le soir, hein, parce qu'ils disent: oh là là, demain c'est nous qui posons des questions, qui organisons le débat. Et puis à ce moment-là, la parole étant parlante, les choses se mettent en place. Donc c'est ce que j'appelle une expérimentation, dans le sens très fort du terme. C'est-à-dire qu'il faut que chacun, l'élu, l'architecte, l'urbaniste, et puis les gens, on va les appeler comme ça, éprouvent quelque chose. Et s'ils n'éprouvent pas, ils sont dans un jeu de rôle. Et là, c'est terrible parce qu'on a un discours formaté, on a juxtaposition de langage technique qui ne se traduisent pas entre eux, donc on a tout faux. Je crois beaucoup par exemple, à un architecte qui a commencé à faire de la participation sans forcément utiliser le terme, qui s'appelle Lucien Crawl, qui est né en 1926, donc c'est aujourd'hui un vieux monsieur. Il a une longue histoire comme ça de participation des habitants, et il expliquait que pour lui, il n'y avait que du cas par cas. Donc il n'avait pas trouvé, pour prendre un terme encore de la technocratie, un protocole, un cahier des charges, une feuille de route. Je prends tout ce vocabulaire que je déteste, pour faire croire qu'on peut finalement trouver un bon questionnaire qu'on reproduirait dans tous les cas. Non, ce n'est pas possible. On ne reconstruira pas, si jamais on reconstruit les immeubles qui se sont écroulés au bail, comme ça. De la même manière qu'on fera, je ne sais pas moi, une réhabilitation à Boulogne-sur-Mer ou à la porte de la Chapelle, un campement décent pour des migrants. Non, c'est du cas par cas. Et le mot de Lucien Kroll, qui est un mot très peu connu, qui vient de la science économique nord-américaine, c'est l'incrémentalisme. C'est-à-dire qu'un procédé incrémental, c'est un procédé qui avance pas à pas. Et donc, la vitesse de ce pas à pas, c'est celle du plus lent des membres du collectif. Donc, il faut que ceux qui vont vite, parce qu'ils ont l'habitude, parce qu'ils savent que ça entraîne cela généralement, se mettent au rythme de celui qui avance à son rythme. Et là, on est dans du pas à pas, et donc on est dans du cas par cas, et donc c'est en cela que c'est expérimental. Parce que, évidemment, ensuite, c'est une expérience qui va s'inscrire j'espère, dans la durée, et même se pérenniser. Mais peut-être qu'un siècle plus tard, évidemment, les fonctions ou ce qu'un bâtiment va accueillir va changer. Et donc, s'il a été bien pensé, il pourra changer. S'il n'a pas été bien pensé, il ne pourra pas changer. Les habitants qui ne savent pas faire, on leur a tellement expliqué qu'ils n'ont pas de compétences qu'ils en sont convaincus. Alors, donc il faut créer un climat de confiance, et ça prend du temps. Ça prend du temps, et puis ça se fait pas seulement dans la parlotte, qui est indispensable, ça se fait en faisant. Bon. Et c'est vrai qu'un des auteurs que je connais bien et que j'apprécie beaucoup, qui est Ivan Illich, expliquait que quand on a dépossédé quelqu'un d'un élément de son existence, par exemple le fait de ne pas pouvoir construire sa maison, mais d'être dépendant
d'un système social qui va vous attribuer un logement dit social en plus, bon, eh bien là c'est un appauvrissement de l'individu et un appauvrissement collectif.